Bonjour, bienvenue dans les vidéos que je vais vous parler sur les malformations congénitales du tube digestif. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous parlerai que de l'atrésie de l'œsophage. Le plan de différentes malformations du tube digestif qu'on va voir sur une série de beaucoup de vidéos est là. Et aujourd'hui, on va insister sur l'atrésie de l'œsophage, mais pour commencer, il faut savoir qu'il existe beaucoup d'autres malformations au niveau de l'œsophage, notamment, comme vous le voyez ici, on a une duplication, plus à droite, on a une duplication œsophagienne. Là, on aura une atrésie avec un fil fin qui est là, qui connecte le cul-de-sac supérieur au cul-de-sac inférieur. Et on peut avoir aussi un tube digestif, plutôt un œsophage qui est tout à fait continu sur le plan lumière, mais avec d'autres malformations qui ne sont pas visibles directement sur la paroi œsophagienne. Voilà, comme définition, l'atrésie de l'œsophage est une solution de continuité entre les cul-de-sac œsophagien supérieur et inférieur. Elle est associée le plus souvent à une communication entre un cul-de-sac œsophagien et ou les deux l'arbre trachéobronchique. C'est ça qu'on appelle en fait la fistule œsotrachéale. Dans 85% des cas, on a une atrésie œsophagienne qui est associée à une fistule trachéo-œsophagienne. Regardez par exemple sur cette photo. Ici, on a un œsophage tout à fait normal qui est continu avec la trachée qui est à côté. Et la trachée va se diviser en branche souche gauche et branche souche droite. Alors, sur l'image d'à côté, c'est un œsophage avec un cul-de-sac, un œsophage discontinu avec un cul-de-sac supérieur et une fistule au niveau du cul-de-sac œsophagien inférieur. Donc, comme vous le voyez là, c'est une atrésie avec discontinuité, une solution de continuité de l'œsophage. Quelle est l'embryologie de l'œsophage? L'œsophage provient de l'intestin antérieur et le diverticule respiratoire provient également du même intestin antérieur, ce qui justifie le plus souvent l'existence de la fistule. Regardez par exemple s'il y a une malformation à ce stade d'évolution, on aura facilement une communication entre l'œsophage et la trachée via ce septum qui est là. Donc la trachée normalement évolue progressivement au cours de la vie embryonnaire avec une différenciation classique et normale, sauf s'il y a un accident du développement embryonnaire. Voilà, quelle est la classification anatomopathologique de cette atrésie? Il y a M. Lad et Gross qui ont essayé de classer cette atrésie œsophagienne en 5 types. Le premier type, l'atrésie type A, on a une interruption de l'œsophage avec absence de continuité entre le segment œsophagien supérieur et le segment œsophagien inférieur qui n'est pas visible ici par ailleurs, mais on a carrément absence de fissure. Il y a juste un problème au niveau de l'œsophage. Alors que pour le type B, comme vous le voyez ici, on a une discontinuité, c'est vrai, entre les deux segments œsophagiens, mais le segment supérieur de l'œsophage communique avec la trachée, comme vous le voyez là. Donc c'est une fistule œsotrachéale supérieure. Pour le C, c'est la même physiopathologie que le B, à part que la fistule se trouve au niveau du segment œsophagien inférieur. Et comme vous le voyez là, nous sommes dans le thorax, en bas c'est dans l'abdomen, ici c'est le diaphragme en fait. Et pour le type D, on aura une fistule double sur le segment œsophagien supérieur et sur le segment œsophagien inférieur. Pour le type E,
il est la même chose que le type D, à part que la fistule entre les deux segments se fait au même point sur la trachée et il y a quand même une persistance de continuité de la lumière ésophagienne. Toutefois, les complications sont exactement les mêmes pour D et pour E. Pour la physiopathologie de cette atrésie de l'œsophage, elle se résume en 3 éléments importants. Il y a l'inondation de l'arbre trachéobronchique par la salive et le lait, qui est applicable pour le type 1, surtout où on n'a pas de continuité du segment œsophagien avec absence de fistule, si vous voulez bien. Alors que pour le type, les autres types, on aura un reflux du liquide gastrique dans l'arbre trachéobronchique par la fistule inférieure. Normalement, là, ce type se voit particulièrement pour le type D où on a une fistule inférieure, le type E où on a une fistule inférieure aussi, et le type C où on a une fistule inférieure. C'est là où le contenu gastrique va refluer vers la trachée et va inonder les poumons de part et d'autre. Pour le 3e élément, la fistule inférieure, ça va en plus que ça donne un reflux gastrique au niveau des poumons. On va avoir aussi de l'air qui est inspiré en grande partie, qui va passer dans l'estomac. Cliniquement, on va faire un diagnostic facilement au cours de la grossesse. C'est ce qu'on appelle le diagnostic anténatal. À l'échographie, on notera l'existence d'une quantité énorme de liquide amniotique qu'on appelle hydramnios, qui est associée évidemment à un petit ou une absence carrément de la poche aérogastrique. Regardez par exemple sur cette image où on met la sonde, au cours de la naissance, on met la sonde nasogastrique et on voit que l'air ne va pas pénétrer jusqu'au niveau de l'estomac et donc il y a absence de la poche aérogastrique. Mais l'ILM fœtale est plus intéressante car ça fait le diagnostic avant la naissance. Pour le diagnostic postnatal, on a une hypersalvation ou une toux qui est liée à l'inhalation, des régurgitations de lait non digérées ou des fausses routes avec inhalation pulmonaire. Il y a la cyanose. Mais sachez que le diagnostic se fait correctement en salle d'accouchement par la pose d'une sonde nasogastrique qui ne va pas progresser facilement parce que ça va refluer, ça bute au niveau du cul-de-sac œsophagien supérieur. C'est ce qu'on appelle l'épreuve à la sonde gastrique. Pour les examens complémentaires, je l'avais déjà signalé que on peut faire le diagnostic au cours de la grossesse ou après la grossesse avec des examens qui seront plus systématiques, surtout à la recherche de malformations associées. Pour le traitement, il est chirurgical toujours et son but est principalement d'établir la continuité œsophagienne et réparer surtout aussi la fistule parce que c'est ça qui va donner beaucoup de complications à la naissance. Je vous remercie.